Bonjour chers élèves de quatrième, j'espère que vous allez bien en ces temps de péril, que ce soit le péril du virus ou le péril du confinement. J'espère que vos parents vont bien également, que vous échappez à ces deux périls. Le confinement, ça me paraît impossible. Moi, ce que je vous propose, c'est de lutter contre le confinement. Et la meilleure façon de lutter contre le confinement, chers élèves, c'est de travailler la connaissance et la culture, vous en doutez, et notamment votre cours d'histoire. Le but de ces petites conférences sans professeur devant vous est double. D'une part, c'est de travailler la mémoire auditive, que nous travaillons souvent en classe, comme vous le savez, et de travailler la mémoire cognitive. Troisièmement, c'est un but encore plus ambitieux. Il est de vous faire progressivement passer un cap de maturité et vous emmener devant un type de cours qui va vous emmener directement au lycée. Le but du cours aujourd'hui est de traiter de la colonisation. Il serait parfait que vous ayez votre manuel ouvert entre les pages 124 et 125 et que vous suiviez mon propos à la fois avec un œil sur les cartes et un œil sur votre vieux professeur. En vous remerciant. Donc la colonisation. La colonisation, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un processus qui a démarré à la fin du 19e siècle et qui s'arrête avant la Première Guerre mondiale en 1914. C'est un processus très simple à dire, hélas, mais tragique dans ses applications. C'est un processus de conquête et d'exploitation de terres lointaines par les puissances européennes. Une colonie est donc une terre conquise et exploitée par une puissance européenne. Une puissance européenne qui possède des colonies sera appelée une métropole. Exemple, la France est une métropole. Le Royaume-Uni est une métropole. L'association d'une métropole et d'une colonie forme ce qu'on appelle un empire colonial. De nos jours, il n'y a plus d'empires coloniaux. Les derniers empires coloniaux ont été décolonisés en 1990 et l'essentiel de la décolonisation sera vu par vous l'année prochaine en troisième. Elle concerne le XXe siècle entre les années 1945 et la fin des années 60 en majorité. Alors, on va d'abord dans une première partie se poser la question qui colonise, pourquoi, comment. Alors, qui colonise, c'est les puissances européennes, comme je vous l'ai dit. Pas toutes. Si vous regardez votre livre à la page 124, les principales puissances européennes sont, outre le Royaume-Uni et la France, sur lequel je vais revenir amplement, on a l'Italie, l'Espagne, le Portugal, on a également les Pays-Bas. Ce qui est très important que vous reteniez, c'est que la colonisation est un phénomène européen. Pourquoi les États-Unis et la Russie n'en font pas partie? Si vous regardez la carte, la réponse est dans leur territoire. Ils ont tous les deux un immense territoire. Un immense territoire qu'ils sont eux-mêmes en train de coloniser. Un immense territoire qu'ils ne maîtrisent pas. Regardez la Russie, le plus grand État du monde, de mémoire 2 fois et demi les États-Unis, 45 fois la France, 90 fois le Royaume-Uni, 752 fois les Pays-Bas. L'essentiel de la population est concentré à l'ouest des montagnes Oural et à l'est de l'Oural. C'est un gigantesque désert de glace, pardonnez-moi. La plus grande plaine du monde, la Sibérie. Et c'est là où il y a les richesses, dont les Russes, tout au long du 19e siècle, vont tenter de coloniser leur propre territoire, l'Est, qu'ils appellent Vostok. C'est pour ça qu'ils vont créer la fameuse ville la plus à l'est de leur territoire, à l'est de la Sibérie, Vladivostok, la ville de l'Est. Et donc ils vont essayer, sous l'impulsion des tsars, Nicolas, Alexandre, de coloniser cette Sibérie, d'y exploiter le charbon et le pétrole, chose que font toujours aujourd'hui les Russes. Un œil vers les États-Unis. Les États-Unis eux-mêmes sont une ancienne colonie dont je vous reparlerai dans le cours d'histoire. Colonie qui a conquis son indépendance contre le Royaume-Uni dans une guerre d'indépendance qui a duré de 1776 à 1782. Leur territoire est immense. Eux aussi, ils ont un problème de maîtrise de ce territoire, et notamment l'Ouest, le lointain Ouest, le Far West. Donc tout au long du 19e siècle, les États-Unis vont connaître une vague de migration qui partira de la côte Est pour gagner la côte Pacifique à l'Ouest, et peupler ces États désertiques très peu peuplés. Donc, pour revenir à notre propos, Russes et Américains ne sont pas concernés par la colonisation. Alors pourquoi les États européens? Alors sachez que la colonisation va avoir lieu entre la fin du 19e siècle et, je le redis, jusqu'en 1914. Comme vous le savez, l'Europe est la plus grande puissance démographique, économique, financière et surtout militaire de la planète au 19e siècle. Elle a notamment une immense puissance maritime. Elle règne sur les mers. Elle a une avance technologique considérable. Elle maîtrise les fusils à répétition, les mitrailleuses, les canons. Donc lorsqu'il s'agira de se battre sur les pauvres peuples colonisés,
qui courageusement lutteront les armes à la main, ceux-ci pourront pas faire le poids. Et surtout, l'Europe a la maîtrise des navires de haute mer, de navires hauturiers, comme on dit. Elle est capable de traverser la planète. Au XIXe siècle, avant de conquérir des colonies, elle a déjà exploré les continents, et notamment l'Afrique. L'Afrique, on le connaissait, vous le savez, chers élèves, depuis le XVIIe siècle, par le commerce triangulaire. Mais les Européens n'étaient pas rentrés à l'intérieur des terres. Et alors, imaginez au XIXe siècle, Français, Anglais, avec de longues colonnes d'explorateurs, se lancent à l'exploration de l'Afrique. Exemple, vous avez peut-être entendu parler des explorateurs britanniques, Livingstone et Stanley, qui vont descendre le Nil à la recherche des sources du Nil jusqu'au lac Victoria et qui vont le reconnaître, les cartes à la main. Ils vont s'emparer de territoires avec une carte, des pointillés, rencontrer les Français, les Belges et s'approprier des territoires. Alors, venons-en maintenant sur les détails les plus grands empires coloniaux. Alors si vous regardez votre carte, nous on va s'arrêter bien sûr sur ceux qui nous intéressent au premier chef. On va s'intéresser à l'empire colonial français et à l'empire colonial britannique. Une première remarque, les Allemands sont exclus de la colonisation. Ils se réveillent trop tard. Ils n'ont que très peu de colonies en Afrique. Un morceau du Cameroun, l'équivalent un peu du Rwanda, et d'ailleurs, ce seront les vaincus de la Première Guerre mondiale et les Français, les vainqueurs, s'empresseront de leur prendre leurs colonies. Regardons la France et le Royaume-Uni. À tout seigneur, tous honneurs, commençons par le Royaume-Uni, qui a incontestablement le plus grand empire colonial à la fin du XIXe siècle. Le Royaume-Uni est parti de l'Égypte, si vous regardez bien la carte, le nord-est de l'Afrique, et puis il a descendu tout le Nil. Il est allé jusqu'à l'Afrique du Sud, et s'est emparé de toute l'Afrique de l'Est. Et puis bien sûr, il a une colonie fétiche majeure, traversé l'océan Indien, arrivé en Extrême-Orient, et regardez les Indes. Les Indes, c'est la plus grande colonie du monde. C'est tout entière la colonie de l'Empire britannique. Vous connaissez tous peut-être probablement le fameux livre, le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Rudyard Kipling était enfant, son père était un officier de l'armée des Indes, un colon de l'Empire britannique installé aux Indes. Et donc Rudyard Kipling, dans le livre de la jungle avec Mowgli, raconte ce qu'il voit, ce qu'il sait de l'Inde. Venons-en à la France. Alors la France a le deuxième plus grand empire colonial. Elle s'est lancée très tôt dans la colonisation. Elle s'est d'abord emparée dès 1830 de l'Algérie. Ça a été sous le roi Louis-Philippe. Les Algériens ont imposé une résistance farouche, menée notamment par leur chef Abdelkader. C'est pour ça que vous avez de nombreux Algériens aujourd'hui qui portent ce nom. Ça a été un nom qui a été très fréquemment donné à la population algérienne. Après une guerre de 5 ans, l'armée française, emmenée par le général Bugeaud, va conquérir l'Algérie en 1830 jusqu'en 1835. Et retenez cette particularité, de nombreux colons français vont traverser la Méditerranée, souvent des gens pauvres et modestes, qui vont donner des boutiquiers, des artisans, des petits propriétaires agricoles, terriens, qui vont installer la vigne en Algérie et qui vont rester en Algérie de 1830 jusqu'à 1962, l'indépendance de l'Algérie que vous verrez en troisième. Continuons dans l'Empire français. L'Empire français est immense, si vous regardez la carte de l'Afrique. On peut dire à peu près 40% de l'Afrique. Les Français vont conquérir, outre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et une immense partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique subsaharienne. Ils vont regrouper leurs colonies en deux ensembles. L'AEF, l'Afrique équatoriale française, et l'AOF, l'Afrique occidentale française. Vous pourrez, si vous mélangez ces deux ensembles, on peut reconnaître aujourd'hui les États de Mauritanie, du Burkina Faso, une partie du Congo, du Gabon, du Togo, du Sénégal, bien sûr, d'une partie du Cameroun. Tiens, petite incursion avec la Belgique. La Belgique, c'est important que vous le sachiez, a une seule colonie en Afrique, le Congo. De nos jours, c'est le RDC, République démocratique du Congo. Un immense territoire qui est la propriété personnelle du roi Albert Ier, le roi des Belges. C'est même pas les Belges qui en profitent, c'est un territoire personnel, propriété exclusive de leur roi. Alors, une fois ce long parallèle fait entre les différents empires coloniaux, n'oublions pas que la France est aussi présente à Madagascar, au large de l'Afrique, à l'est de l'Afrique, et surtout, retenez bien cette nuance, elle est aussi présente en Extrême-Orient avec une énorme colonie, la colonie d'Indochine, qu'on appelle à l'époque le Tonkin notamment.
Je fais donc cette incursion dans le programme de troisième pour signaler que l'année prochaine, vous verrez 2 guerres de décolonisation, puisque la France va commettre cette irréparable erreur de faire la guerre à ses colonies, une guerre contre l'Indochine de 45 à 54 et une guerre contre l'Algérie de 54 à 1962. Alors, une fois que vous avez pris connaissance avec ces empires coloniaux, venons-en à la partie la plus importante pour vous, chers élèves, les rapports entre le monde colonial et le monde colonisé. Alors très souvent, le colonisateur se montre dans l'espace par un couvre-chef assez étrange, le casque colonial. Que ce soit les Anglais, les Français ou les Belges, vous les auriez vus, ces colons, avec ces casques coloniaux, y compris leurs femmes. Les colons, donc les Européens, qui s'installent notamment en Afrique, sont dans des quartiers réservés, les quartiers chics des grandes métropoles. Ou alors ils sont sur de grandes exploitations commerciales. D'accord ? Les populations colonisées, elles sont dans des bidonvilles, les quartiers populaires des grandes villes, ou alors dans des villages pauvres. En effet, les colons se sont appropriés les meilleures terres. Alors, très souvent, c'est ça qui est très étrange, il n'y a pas d'esclavage. Les peuples colonisés ne sont pas esclaves. Au contraire, les colonisateurs, quand ils le pourront, après avoir conquis par les armes les populations colonisées, mettent fin à l'esclavage. Ces populations colonisées n'avaient pas d'État constitué. C'est une des raisons pour laquelle l'Afrique a été dépecée. Les pays européens ont eu à faire face à des tribus qui régnaient sur des territoires sans délimitation, sans État constitué. Alors, les rapports peuvent être empreints de racisme. Vous avez tous entendu parler, peut-être, ou interrogé vos grands-parents, ceux qui ont la chance, bien sûr, d'avoir des grands-parents, vos parents, sur une célèbre bande dessinée faite dans les années 30 par le dessinateur et scénariste Hergé, qui s'appelle Tintin au Congo. Si vous l'avez chez vous, lisez-le, chers élèves. Hergé est l'anagramme d'un écrivain belge qui s'appelle Henri Giraud. Pour son journal, à la fin des années 20, il se rend au Congo, colonie de Belgique. Et là, il revient au début des années 30 en Belgique et fait son best-seller Tintin au Congo. Si vous tournez les pages de Tintin au Congo, vous verrez l'indigène représenté sous les fameux stéréotypes ethniques racistes. Tous la même tête, une tête infantile avec des yeux en boule de loto, des grosses lèvres, ne sachant pas parler. Parlant un langage qui se veut drôle. Le petit chien de Tintin, Milou, s'exprime dans un français, les Belges parlent français, dans un français très supérieur aux indigènes. Là, pour revenir à notre idée, là c'est des rapports empreints de racisme. Sinon, les colonisateurs exploitent, bien sûr, les colonies. C'est pour cette raison qu'ils sont venus. Officiellement, ils sont venus pour apporter la civilisation, pour apporter le progrès, la civilisation à des peuples qui sont incapables de se développer eux-mêmes. Dans la pratique, retenez bien ces idées. Les peuples colonisateurs sont venus pour exploiter les terres. Minerais précieux, charbon, mais surtout en Afrique, le bois précieux. Les Français exploitent les forêts de teck, d'EVA, l'arbre à caoutchouc, l'acajou. L'arbre à caoutchouc, vous le savez, l'EVA, si je mets une entaille sur l'EVA, il y a de la sève qui coule. Et cette sève qu'on appelle le latex, si je la vulcanise, si je la porte à haute température, elle devient quelque chose d'indestructible et très léger. Et comme l'industrie automobile se développe, on va s'en servir pour faire des pneus. Donc le colonisateur exploite les colonies. Et il invente quelque chose d'assez diabolique, il invente l'impôt. Les Belges, les Anglais et les Français obligent les populations colonisées à payer un impôt. Le problème, c'est que ces populations ne connaissaient pas l'argent ni la monnaie. Donc s'ils veulent pouvoir payer l'impôt, il leur faut de l'argent. S'ils veulent de l'argent, il faut travailler. Donc les peuples colonisateurs vont installer le travail forcé. Les Belges font d'immenses routes, une immense voie ferrée qui va traverser du Congo jusqu'à la côte pour transporter le bois précieux. Ce travail forcé va tuer des milliers et des milliers d'indigènes. Lorsqu'il n'y a pas le travail forcé, les peuples indigènes sont dépossédés des meilleures terres. En Algérie, nous avons une population qu'on commence à appeler, d'origine française européenne, qu'on appelle les pieds noirs, puisqu'ils installent la vigne et le raisin. Et lorsqu'on veut écraser la vigne et le raisin et qu'on n'a pas de pressoir, on met la vigne dans de grosses barriques et on presse avec ses pieds. Après, on peut toujours chercher à se laver, chers élèves. Le brou, la peau du raisin, teinte en noir la plante des pieds. Alors souvent, ce sont des petits propriétaires, des petits paysans qui sont là. Ceux-là vivent dans le nord de l'Algérie. Mais nous avons aussi des immenses propriétaires terriens qui colonisent.
qui s'installent dans des immenses fermes, qui vont installer de la culture commerciale. Ceux-là sont richissimes et dépossèdent les peuples colonisés de leurs terres. Donc si je récapitule, des rapports exploitants-exploités, des rapports hélas inférieurs, supérieurs, des rapports qui peuvent confiner parfois au racisme. Cette colonisation va laisser d'énormes marques dans les esprits, et chez les hommes, bien sûr. Aujourd'hui, un bon tiers de l'Afrique parle français, la langue de l'ancien peuple colonisateur. Les Français, allez, à tout seigneur, tous honneurs, ça va vous faire probablement sourire lorsque vous entendrez ces mots, n'ont pas été les pires colonisateurs. Les Portugais ont été bien plus sévères. Si vous regardez la carte de votre livre, page 125, les Portugais ont conquis l'actuel Mozambique et l'Angola, ont été extrêmement sévères lors des révoltes, extrêmement répressifs et violents, beaucoup plus que les Français. Les Anglais ont été aussi beaucoup plus sévères et durs avec leurs colonies que les Français. Les Français administraient directement leurs colonies. Ils ont tenté d'installer les débuts d'un système routier. Ils ont commencé à vacciner les populations. Ils ont essayé de faire aussi un système éducatif, qui était dans ses débuts, qui ne touchait pas la majorité de la population. Mais c'est à noter malgré tout, ni les Anglais, ni les Espagnols, ni les Portugais n'ont créé de routes, d'hôpitaux et d'écoles. Cette colonisation, dont vous vous rendez bien compte, chers élèves, est un épisode tragique dans l'histoire de l'Europe. Les puissances européennes à cette époque, et j'en reviens dans ma conclusion sur ce que je vous disais en introduction, les puissances européennes ne se voient comme puissances que si elles possèdent d'immenses territoires. Elles se détestent entre elles, c'est pas du tout comme la situation actuelle. La France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni sont des puissances rivales. Et à cette époque, à la fin du XIXe siècle, il n'y a de grandes puissances que de puissances territoriales. Si vous voulez montrer votre puissance, vous devez dominer, vous emparer de terres étrangères. Cette époque de la colonisation, heureusement, est bien révolue, mais elle s'est révolue tardivement. Et vous verrez bien sûr la suite pendant votre programme de 3e.